Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi, Léonard. Bonjour Léo. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec toi aujourd'hui. Et c'est cool de se voir en vrai après des années à se parler à distance de manière de temps en temps. On s'est parlé, on se fait des petites visios pour voir comment ça allait. Et là, du coup, tu m'accueilles dans les locaux de Google à Zurich. Donc une première fois pour moi chez Google, une première fois pour moi à Zurich. Tu m'as offert des lints d'arrivée, ce qui est un très gentil cadeau. Donc merci pour ça. Et hâte du coup de voir tout ce que tu vas nous raconter sur ta vision du recrutement. On va parler aujourd'hui d'un sujet hyper important qui concerne tous les gens qui font du recrutement. C'est comment on monte en compétences, comment on fait les bons choix de carrière, comment est-ce qu'on devient la meilleure version de soi-même en tant que recruteur ou recruteuse, qu'on soit en interne ou en externe, vu que du coup en plus tu as fait les deux. Donc je trouve que c'est un épisode assez intéressant par rapport à ça, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que du coup pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette chance d'avoir des lints en arrivant ici, qui es-tu Léonard en une minute ? Oui, alors merci beaucoup. D'abord, bienvenue en Suisse, Léo, et à tous les auditeurs, je leur souhaite la bienvenue en Suisse, puisqu'on va voyager entre autres, effectivement, dans mon parcours qui se fait et s'est fait avec la Suisse. Donc moi, je m'appelle Léonard, j'ai 33 ans, j'ai grandi en France, je suis né au Portugal, mais j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, et puis après, j'ai eu une opportunité de venir travailler ici en Suisse, comme recruteur externe d'abord, et ensuite comme recruteur en interne, avec différents rôles, on en parlera ensuite. Aujourd'hui, je suis executive recruteur pour Google, à savoir que je recrute effectivement pour le top management de Google Cloud sur la zone IMIA. Et puis, je te raconterai avec beaucoup de plaisir tout ce qu'on fait ici et effectivement la chance et l'opportunité unique que j'ai d'être dans un écosystème aussi dynamique et aussi intéressant. Trop bien, écoute, merci pour cette intro très synthétique et parfaite. Et on va en parler en effet de ton expérience, vu que c'est un peu le but de l'épisode, c'est de voir les choix que tu as fait et comment toi tu as pu progresser. Autre chose pour apprendre à mieux te connaître, est-ce qu'il y a une chose que tu aimes dans la vie ? Alors, ceux qui travaillent avec moi le savent, je danse, je suis un danseur. Moi, je fais beaucoup de salsa et de bachata. C'est ce qui occupe une grosse partie de mon temps libre. C'est ce qui m'a fait aussi beaucoup voyager, puisque j'ai eu la chance d'aller danser dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, ça apprend beaucoup de choses sur la psychologie humaine, puisque la bachata comme la salsa, ce sont des danses de couple. Donc, on danse avec quelqu'un. Et puis, comme on danse avec plusieurs personnes au cours d'une soirée, ça nous apprend énormément. Donc, effectivement, une grosse partie de ma philosophie est aussi liée à l'apprentissage que je fais à travers la danse. La danse, c'est une activité, je pense, quelle que soit la danse qu'on danse, entre guillemets, qui apprend beaucoup parce que c'est le territoire de la discipline, mais c'est aussi le territoire de l'art, de l'expression, de l'âme, et quelque chose qui, je pense, résonne aussi beaucoup avec le milieu professionnel, où on est toujours en train d'osciller entre des choses très préparées, très écrites, comme une chorégraphie, mais aussi une expression très spontanée, effectivement, comme le plaisir de jouer avec la musique. J'ai presque envie de faire un épisode entier juste sur le lien entre la danse et le monde pro, tellement t'en parles bien. Il y aurait beaucoup à dire. Ouais, je pense que tu pourrais faire pas mal de choses là-dessus. Inversement, est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie ? Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas parce que je suis une personne très positive et je pense qu'une partie de ce que je fais est aussi liée à ça, c'est-à-dire que le recrutement c'est d'abord et avant tout des rencontres et une capacité à se connecter avec les gens. Donc je dirais il y a peu de choses que j'aime pas. Dans la vie professionnelle c'est vrai que j'aime pas faire des réunions pour le plaisir de faire des réunions et puis peut-être un peu, ça c'est mon côté plus suisse, l'absence d'anticipation de manière générale. Ça c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont préparées, cadrées, anticipées. Après on sait bien, chacun sait que rien ne se passe jamais comme prévu, mais c'est parce qu'on a un plan qu'on peut gérer les imprévus.
Clairement. Et une réunion, en effet, qui n'a pas d'ordre du jour de préparation ne sert pas Exactement. forcément à grand-chose. Sauf si c'est une réunion d'idéation pour trouver des idées, des brainstorms, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de réunions sont malheureusement inutiles et ça coûte cher. Quand tu vois le salaire des gens qui sont des fois dans les réunions. Est-ce que tu m'as ramené l'objet fétiche que tu utilises au quotidien? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors mon objet fétiche au quotidien, que j'ai toujours avec moi, c'est un carnet et un crayon. Alors j'ai le privilège, effectivement, d'avoir un carnet et un crayon qui sont des très beaux carnets, et un très beau carnet et un très beau crayon, puisque c'est la maison Montblanc que j'aime beaucoup, qui fait des produits exceptionnels. Pour moi, c'est symbolique pour 3 raisons. La première, c'est que ce sont des produits vraiment avec un savoir-faire. On n'achète pas la marque, mais on achète plutôt un savoir-faire, une production aussi en Europe, puisque pour ce qui concerne le cuir du carnet, et une partie des éléments sont faits en Italie. Ouais. La maison est allemande, comme tu sais. Et c'est aussi symbolique pour une 3e raison, c'est que dans un monde où la technologie nous domine, et effectivement, on est relativement addict, accro aux ordinateurs, au téléphone, et tu as pu voir, je suis aussi très connecté. C'est très important pour moi d'avoir des choses assez concrètes et tangibles. Un carnet et un crayon, ça permet de réfléchir différemment. Et aussi, ça nous ramène à quelque chose de tangible et matériel dans un monde où tout est dématérialisé. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important qui, je pense, a un impact dans le quotidien aussi, dans la manière dont on réfléchit. Et je suis toujours très fan des produits technologiques, mais aussi j'aime beaucoup avoir un carnet, un crayon, des livres papier, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une Kindle, etc. Je pense que la technologie et le bon vieux carnet et le crayon, c'est vraiment une addition qui fonctionne très bien. C'est beau. Donc tu es Léonard, tu aimes danser, utiliser ton papier et crayon Montblanc et tu n'aimes pas les réunions inutiles et tu vas nous parler de comment progresser en tant que recruteur et recruteuse. C'est un bon résumé. Un bon résumé, hein. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit que tu voulais insister sur la compétence principale que devrait avoir tout recruteur et recruteuse. Je ne vais pas la spoiler, c'est à toi de la révéler. Quelle est pour toi la compétence principale, la chose majeure que doit avoir une personne qui recrute aujourd'hui? Alors c'est une question qui est difficile et je pense qu'il y a un terme ou un concept qui résume peut-être l'essentiel puisqu'il y a rarement une chose qui répond à ta question de manière très directe. Mais je pense que ce qui différencie un bon et un excellent recruteur, c'est d'abord la crédibilité. Et je pense ça parce que j'ai vu, à la fois comme candidat et comme recruteur ensuite, un certain nombre de situations qui m'ont laissé penser qu'a priori, la problématique venait d'un manque de crédibilité. Soit parce que le recruteur ne connaissait pas le business pour lequel il travaille, le contexte général économique ou peut-être le contexte direct du recrutement dans une société donnée, soit parce que les échanges n'avaient pas forcément été très bien préparés. Ok. Et du coup, comment tu l'établis cette crédibilité? C'est quoi les différents aspects? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière un peu ce terme parapluie. Qu'est-ce que tu mets toi derrière? Alors, je mettrais 4 éléments. La première chose, c'est d'abord avoir une connaissance solide du business de manière générale. Ça, c'est la vision plutôt macroéconomique. Quand on connaît un petit peu les différentes sociétés, les différents secteurs, pour avoir des discussions très directes sur typiquement un hiring manager qui vous demande où est-ce que vous iriez chercher des candidats, de connaître quels sont les concurrents, ça paraît très simple, mais aussi quelles sont peut-être les sociétés annexes où on peut trouver la même typologie de compétences. Donc une connaissance pas forcément liée au monde de la boîte dans laquelle tu travailles, mais au monde global. En gros, que tu aies une approche 360 un peu de l'économie, quoi. Alors je dirais c'est un peu les deux. Dans les grandes lignes. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir cette connaissance effectivement macroéconomique globale et ensuite d'avoir une connaissance assez fine du contexte direct du recrutement ou en tout cas du contexte économique dans lequel on se positionne. La deuxième chose, c'est aussi d'être en capacité de préparer beaucoup les échanges avec les interlocuteurs. Ça veut dire en amont d'être en capacité de faire ce que j'appelle une due diligence, de savoir un petit peu ce qui fait la particularité d'un contexte donné, mais aussi, je dis toujours à mes recruteurs juniors, qu'est-ce que vous avez sur la personne ? Vous allez rencontrer un leader demain, il va vous demander effectivement ce que vous connaissez sur son business, puisque lui cherchera à établir quel est votre degré de crédibilité dans les premières secondes. Donc déjà, si vous connaissez son contexte, si vous connaissez les gens avec qui il travaille, si vous connaissez son historique personnel, et parfois des choses très élémentaires qui vont vous permettre de vous connecter et de créer du lien avec lui, déjà vous allez avoir un avantage comparatif. Et très souvent, j'ai souvent vu dans des cas avec mes clients internes ou externes, quand vous connaissez la personne, si la discussion arrive directement sur un volet plus personnel,
il est passionné de golf, il connaît le golf, il est passionné de tennis. Vous avez vu que, je sais pas, Federer, pardon, pas Federer, Federer joue plus. Mauvais exemple. Wawrinka. Wawrinka, non, Non mauvais plus. exemple. Alcaraz, par Ouais. exemple, a gagné le match ou a perdu le match hier soir, tel Open, Master 1000, etc. Vous avez déjà un avantage comparatif parce que la discussion première va être une discussion à un niveau personnel, c'est-à-dire à un niveau d'intimité plus grand. Et puis, je pense que ce qui fait aussi la crédibilité, c'est la notion de valeur qu'on peut apporter aux gens. Ouais. Alors, ça peut être valeur du point de vue du service rendu, puisque très souvent, dans la logique de business, vous avez intérêt à donner d'abord avant de vouloir recevoir, rendre des services, donner un coup de pouce, partager des conseils qui vont peut-être au-delà de votre mission directe de recruteur. Ça peut être aussi parfois des choses très triviales. Vous travaillez avec un leader, il vous demande effectivement, vous parlez recrutement pendant une demi-heure, vous discutez de son besoin, etc. Puis à la fin, il vous dit j'ai aussi ma petite cousine, ma filleule, etc. qui cherche quelque chose, vous ne pouvez pas lui donner un coup de pouce. Probablement, vous n'avez pas de mandat pour elle et vous n'en aurez jamais. Mais là où vous pouvez l'aider, c'est prendre le temps d'avoir un quart d'heure ou 20 minutes de discussion avec elle, avoir son CV, des choses qui sont assez simples, mais qui vont faire que le leader vous dira « Ah oui, elle m'a dit effectivement que vous lui avez donné des conseils, elle vous a trouvé très sympa, ça m'a donné envie de travailler avec vous. » Et de manière générale, effectivement, apporter de la valeur, ça peut être des éléments très objectifs. La crédibilité se construit sur le réseau qu'on peut avoir, sur les connaissances qu'on peut avoir, sur l'expertise qu'on a développée, mais elle se construit aussi beaucoup sur le volet très émotionnel, très subjectif. Savoir anticiper les risques, les besoins, les attentes, lire entre les lignes, avoir un petit peu d'intelligence de situation et d'intelligence émotionnelle, c'est important. Créer du lien aussi, mettre les interlocuteurs à l'aise, leur donner envie de partager un peu plus d'eux-mêmes que, je dirais, leur soi professionnel. Ça, c'est aussi un élément important qui construit la crédibilité. Et ça va dans les deux sens. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, très souvent, je dis souvent à mes jeunes recruteurs, c'est important que vous donniez de votre personne aussi. Vous ne pouvez pas rester froid et uniquement Bien professionnel, sûr. Et même si c'est perso. une partie de ce qu'on attend. Il faut que ce soit vous. Le recrutement, c'est très intuitif, personnel. On achète la personne plus que la marque. Vous savez, j'ai commencé ma carrière chez Michael Page. Michael Page, tout le monde connaît la marque, avec des bonnes ou des mauvaises expériences. Clairement. Très clairement. Mais en fait, ce qui va faire la différence, et ce qui faisait la différence entre les très bons recruteurs et ceux qui étaient un peu moins bons, c'est clairement l'apport personnel, l'apport très intuitif personnel. Bien sûr. Donc je dirais que la crédibilité, elle se construit sur tous ces éléments. Et ça résume un petit peu, effectivement, ce qui peut vous aider comme recruteur pour progresser. Ok, écoute, super clair ce que tu dis là, et c'est vrai que le lien avec les gens, il est important, et la confiance, de toute façon, se crée aussi sur du lien perso et pro, et il y a aussi un truc, tu vois, que je rajouterais à ce que tu dis là, c'est de faire ça dans le temps. Souvent, tu as beaucoup de gens, et je pense que tu as dû le voir, moi je me vois moins en début de carrière, mais d'aller trop vite en voulant avoir la confiance dès la première semaine, non, les gens ils vont vouloir du temps avant du coup de créer tout ça et de te faire confiance. Et donc comme tu dis, tu donnes toi des gages de voilà, je t'ai accompagné, je t'ai aidé, j'ai aidé un de tes proches, etc. Et quand tu auras fait tout ça, du coup tu auras le retour de bouclier qui sera génial. C'est exactement, le recrutement, c'est un jeu qui se construit sur le temps long. Et le temps long, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, c'est pas juste 1, 2 ou 6 mois. C'est un jeu qui va se construire dans le temps long parce que un certain nombre de personnes qui ont été vos candidats peuvent devenir vos clients. Vos anciens clients peuvent devenir vos candidats. 100%. Donc ça, c'est des éléments importants. Vos anciens candidats et ou clients peuvent devenir vos employeurs. Puisqu'on est sur des marchés où finalement les gens sont quand même très connectés les uns avec les autres. Surtout quand c'est un petit monde, tu vois, quand t'es genre aux US, t'attends 200 millions de personnes, ça sert pas à grand chose, mais du coup ensuite... Je suis pas sûr, et d'ailleurs j'aurais envie de dire le contraire. Okay. Je pense que de manière très contre-intuitive, plus le marché est grand, plus on a besoin d'avoir des contacts directs et de connaître les gens de manière personnelle. Ok, ouais, pour des raisons différentes, mais c'est important. Pour des raisons différentes, mais finalement la conclusion est la même, à savoir que le recrutement c'est un jeu sur le temps long, et que le temps long, il est long. On parle de plusieurs années. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une de mes anciennes candidates qui se trouve, qui va reprendre un nouveau poste de directrice du recrutement dans une très belle société que je ne peux pas encore citer, mais elle se reconnaîtra si elle nous entend et je lui souhaite beaucoup de succès parce que je l'adore. Et je l'ai rencontrée il y a 4 ans. Elle a été ma candidate. J'avais essayé à l'époque de la placer chez un de mes clients et puis ça ne s'était pas fait pour diverses raisons. Et 4 ans plus tard, elle m'a recommandé des super candidates. Et ça, c'est des choses qui existent et qui sont possibles simplement parce que on a créé du lien autre qu'un lien uniquement professionnel.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours aimé dans le recrutement. C'est un petit peu ce qu'on appellerait en mauvais français un mélange des genres, où la dimension personnelle prend autant de place que la dimension professionnelle. 100%. Et ça doit être le cas du coup pour créer cette relation et cette confiance. En revanche, tu vois, c'est là le paradoxe du recrutement, c'est quand après t'évalues tes candidats et candidats, tu dois être hyper objectif et tu dois justement mettre tes biais de côté. Mais dans tout ça, dans la relation avec le hiring manager ou entre recruteurs, c'est là où pour le coup, il faut et c'est ok d'avoir des biais, c'est ok d'avoir des préférences et c'est tout à fait normal. Tu parlais au tout début quand je te posais cette question sur la crédibilité des connaissances business. Alors question, même si j'avais une partie des réponses, mais c'est mon rôle. Pourquoi c'est si important que ça, la connaissance business? On pourrait dire que le recrutement c'est une fonction support, ça sert à rien de connaître le business. Pourquoi tu penses que c'est crucial d'avoir une connaissance business? Alors, il y a plusieurs éléments ici pour répondre à ta question. C'est une question relativement large. Je pense que c'est crucial dans la mesure où, très souvent, la connaissance, le niveau de connaissance fait la différence. Si vous arrivez demain et que vous allez travailler, vous voyez, on est dans une salle où on voit les trains qui passent. Ouais. Si vous allez travailler pour SBB, donc la société qui fait les chemins de fer ici, et que vous connaissez le type d'infrastructure sur lesquelles ils travaillent, ou le type de technologie, ou le type de train, de savoir s'ils travaillent avec Alstom, par exemple, ou s'ils travaillent avec d'autres sociétés d'infrastructure. Déjà, vous avez une longueur d'avance, et puis vous allez pouvoir tout de suite vous connecter sur ce qui peut intéresser de manière personnelle les personnes professionnelles avec qui vous êtes en interaction. Typiquement, si demain je vais voir un spécialiste de train, et que je lui explique effectivement que j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres infrastructures, je citais Alstom, mais on pourrait en citer d'autres, chez Bombardier ou chez Eurocopter, déjà la discussion se positionne à un niveau un petit peu plus élevé, et votre crédibilité, elle est rassurée tout de suite, puisqu'il ne s'agit plus de savoir, de démontrer que vous connaissez l'écosystème, mais plutôt d'en parler avec passion. Là, ça vous différencie. La deuxième chose, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Jusque-là, je dirais c'est relativement trivial de dire ça, mais c'est aussi une réalité qu'on observe, notamment avec des leaders. Vous allez être en interaction assez souvent avec des gens qui n'ont pas le temps, qui sont pressés. Donc, ils vont, en l'espace de quelques minutes, vous juger sur pièce, sur votre capacité ou non à remplir la mission qui est la vôtre, qui est peut-être de remplir un mandat de recrutement, si je prends cet exemple. Ce qui veut dire que si déjà vous avez beaucoup de connaissances, si déjà votre réputation vous précède, si déjà vous connaissez l'écosystème très en détail, et que vous lui dites « j'ai travaillé avec un tel qui le connaît », ou je connais très bien le fonctionnement d'un train puisque j'ai recruté effectivement des ingénieurs qui sont spécialisés dans les machines qui servent à faire fonctionner les portes de train. Mais déjà, vous avez... Bien sûr, tu amènes des choses, un niveau de discussion qui est différent. Et puis, je pense que ce qui est important ici, c'est aussi, comme recruteur, de bien connaître son marché. Marché, ça veut dire trois choses. Ça peut vouloir dire la typologie de profils et de compétences, où on les trouve, qu'est-ce que ces gens ont en commun, est-ce qu'il y a des schémas communs d'endroits où ils ont étudié, etc., qui vont vous aider dans les recherches. Ça veut dire aussi la spécificité, effectivement, de connaître l'écosystème en termes de société, au-delà des sociétés les plus connues, puisque très souvent, on connaît des grands noms, des grosses sociétés, mais en réalité, les sociétés, il y en a beaucoup qu'on connaît pas. Parce que j'en ai sous-traitants, par exemple, tu vois, de grands groupes, genre tu prends Airbus, ils ont 12 000 sous-traitants, si tu les connais, tu as un avantage. Exactement. Et puis, il y a aussi la connaissance du point de vue des cultures d'entreprise, qui va vous aider à cerner le type de personnalité qui vous intéresse ou, à contrario, le type de personnalité qui ne fonctionneront pas bien. Je peux donner un exemple très concret. Moi, je travaille pour Google Cloud. Google Cloud, c'est une société en hypercroissance, tout le monde connaît, etc. Bien sûr. On a recruté dans l'écosystème de la tech dans diverses sociétés. Ce sont des informations publiques. Là, je ne trahis pas de secret. Chez Microsoft, etc. Bon, on s'aperçoit qu'entre un Microsoft et un Salesforce, il y a une différence de culture qui est majeure. Dans la capacité à développer le marché, quand on est un profil sales par exemple, et dans l'agressivité qu'on met dans le go-to-market plan. Bien sûr. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas le savoir si on ne parle pas avec les gens. Mais une fois qu'on le sait, ça détermine effectivement d'une équipe à l'autre vers quel type de société, et si je reste sur mes deux exemples, vers où on va pour aller chercher des profils qui vont être soit très agressifs d'un point de vue commercial, soit au contrario, qui vont travailler dans une culture qui est peut-être un peu plus soft, on dirait en mauvais français, un peu plus douce. Du relationnel plus... Et ça, ce sont des éléments qui vont beaucoup aider dans la recherche de profils et vont
vont permettre aussi de positionner le recruteur comme business partner et pas seulement comme boîte aux lettres à CV. Si je puis résumer. Ouais, non, mais c'est une excellente en plus transition que tu me fais vers ce que je voulais te poser comme question, vu que tu m'as dit qu'il faut être crédible de plusieurs manières. Tu m'as expliqué pourquoi est-ce que du coup la connaissance business elle est importante. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est ok, maintenant tu m'as convaincu, Léonard, je veux connaître, je veux devenir un business partner. Comment tu fais ça? Tu sais, il y a un terme en anglais, le business savvy. On dit ça tech savvy, on dit de plein de choses, HR savvy, comme tu veux. La connaissance du coup du business, la facilité à en parler. Comment toi tu as pu faire et quels conseils tu donnes pour devenir plus business savvy au quotidien? Alors, je démarrais par ce qui, a priori, paraît très évident, mais ce que je pense beaucoup de recruteurs internes ou externes ne font pas toujours. Déjà, c'est de ne pas rester uniquement dans l'écosystème du recrutement. Très souvent, quand vous travaillez en interne, dans une fonction où vous faites du recrutement, que vous soyez HR ou recruteur pur, vous vous retrouvez très souvent à rencontrer d'autres HR, à rencontrer d'autres recruteurs. Dans des grands groupes, tu as des plateaux entiers. Exactement. Ce qui a beaucoup de valeur, qu'on s'entende, mais qui va forcément vous cloisonner un petit peu et va faire que vous allez vous éloigner des business. Moi, j'ai toujours dit, allez vous asseoir à la table des business. 100% d'accord. D'un point de vue physique même. Bien sûr. Parce que très souvent, toutes les mini-interactions de la machine à café, c'est du pas restaurant, suffisant, etc., c'est important, ça va vous aider. Mais si vous n'êtes pas sur place, si vous n'êtes pas dans les réunions business de discussion sur la stratégie, par exemple, t'es pas sur le front. Vous allez manquer un élément important de ce qui fait la réalité du business et la réalité des gens pour qui vous allez travailler. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je crois beaucoup dans la connaissance et dans la capacité avec laquelle on peut créer un système d'absorption ou de connaissances. Lire beaucoup de livres, lire des magazines économiques, effectivement être très au clair sur les grandes tendances, à la fois du point de vue du recrutement, mais aussi du point de vue du système économique dans lequel vous gravitez. Regardez beaucoup de vidéos YouTube, écoutez des podcasts, allez rencontrer des gens. Vous savez, quand j'ai commencé le recrutement, j'étais un des rares recruteurs juniors qui adorait aller à plein d'événements. Tout le monde me disait, mais de toute façon, ça sert à rien, c'est pas forcément tes clients, etc. Ça va t'occuper le soir. Et puis bon, tu comprends, il y a des gens qui ont d'autres priorités. Je dis, pourquoi pas? Moi, ça m'amusait. D'abord parce que j'apprenais beaucoup de choses à chaque fois que j'allais à une conférence sur un sujet qui, a priori, ne correspondait pas forcément au sujet sur lequel je travaillais directement. Ensuite, parce que ça m'a aidé à développer un réseau très très vite, très très grand. Et enfin, parce qu'au fur et à mesure d'être dans différents événements, on rencontre des gens qui vous invitent à d'autres événements. Et petit à petit, on est invité partout et on se retrouve très rapidement à rencontrer le DRH de Nestlé. Je me souviens, c'est complètement par hasard, au détour d'un ascenseur. Donc on discute dans l'ascenseur. Elevator pitch, tu as une minute pour le convaincre. Il partage son contact, alors que je ne venais pas du tout là pour ça. Bien sûr. Et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, qui est que très souvent, plus on va chercher à avoir de connaissances, plus on va rencontrer de gens dont on peut apprendre des choses, plus ça va vous ouvrir des portes et plus vous allez développer aussi une expertise. Oui, tu as un cercle vertueux qui se met en place, Exactement. qui est très facile à mettre en place. Donc moi, ce que je conseille toujours et ce qui, moi, m'aide beaucoup, c'est de penser en système et de se dire, est-ce que vous avez créé un système de connaissances qui vous permet d'être au fait de tout ce qui se passe? Le système de connaissances, ça peut être des choses très basiques, la routine du quotidien. Ton papier et ton crayon. Le papier et le crayon, prendre beaucoup de notes, exactement. Ça peut être aussi juste lire la presse tous les jours. C'est un réflexe qui est assez simple, mais en fait, ne serait-ce que là, vous avez déjà beaucoup d'opportunités de connaissances. Et puis très souvent, vous apprenez aussi que telle société, elle va licencier. Donc il y a des profils intéressants. Telle société va faire une fusion-acquisition avec telle autre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vouloir partir parce qu'ils n'auront pas envie d'être absorbés par tel groupe, tel private equity, etc. etc., etc. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Accepter de donner aussi sans chercher à recevoir. Je pense que c'est un système qui peut aider aussi beaucoup à la connaissance parce que très souvent, vous pouvez aussi, à partir de là, ensuite demander un renvoi d'ascenseur, mais en termes de connaissances. Très souvent, je suis approché par des gens, et je pense que c'est le cas de n'importe quel recruteur dans des grands groupes, qui vous disent « Ah, je rêve de travailler pour vous, c'est ça. Je vous envoie votre CV, je cherche un stage. » Bon, c'est très bien. Moi, il se trouve que je suis spécialisé dans le recrutement de dirigeants. T'es pas la bonne personne. A priori, je suis pas vraiment la bonne personne. Et s'ils avaient un tant soit peu en 15 secondes regardé mon profil, ils seraient probablement pas venus. Ils ont juste vu Google, ils ont envoyé un message. Voilà. Donc là, déjà, il y a une petite erreur. De temps en temps, je donne quand même un coup de pouce et je prends le temps de répondre. Et très souvent, ces gens-là, ils peuvent aussi, eux, me donner beaucoup de connaissances directement. Ils vont pas m'aider de manière très directe à me mettre en relation avec un potentiel client, un futur dirigeant, etc. Ils sont peut-être trop juniors ou que sais-je. Par contre, il y a une opportunité d'apprentissage avec chaque personne avec laquelle vous êtes en interaction.
Ça peut être un apprentissage basique, travaille pour une société concurrente, je vais lui demander quel est le contexte, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça peut être des choses peut-être un peu plus fines sur la connaissance, je ne sais pas, d'un pays, d'un marché que je ne connais pas. J'ai un mandat en Roumanie et le hasard fait que, coïncidence, hier, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un CV depuis la Roumanie. Ça n'a rien à voir avec mon business. Je n'en ferai absolument rien d'un point de vue pratique, pragmatique et pratique. Par contre, la personne peut m'aider simplement si je prends le temps d'échanger avec elle. Je vais lui donner 2-3 conseils sur son CV. Ça va l'aider. Et puis moi, je vais lui poser 2 ou 3 questions assez ciblées sur qu'est-ce qui se passe en Roumanie, c'est quoi les 5 grands groupes vraiment cool où les gens ont envie de travailler. Et là, déjà, je vais avoir des insights, de la connaissance qui va pouvoir m'aider. J'ai été un petit peu long, mais... Non, mais c'est très clair et tu as couvert plein de choses. Donc, en gros, si je résume ce que tu as dit, tu as à la fois les gens que tu rencontres. Donc, c'est soit tu leur donnes des choses et ils te donneront un jour peut-être des choses en retour. En tout cas, tu leur questionnes. Tu as le réseau que tu peux faire et donc, du coup, le cercle vertueux d'un réseau entraîne un réseau et un autre réseau et ainsi de suite. Le côté théorique, donc tu as parlé de livres. Tiens, pour le coup, je serais curieux. Après, tu m'expliqueras la suite, mais je serais curieux d'avoir 2-3 livres, par exemple, en recrutement que tu as lus qui sont intéressants. Et du coup, au global, voilà, aller en fait toujours chercher à apprendre à cette logique d'ouverture. Donc, tu as le côté théorique, le côté pratique, le côté gens, le triptyque. Tu as des exemples de petits livres ou podcasts que tu écoutes en recrutement et que tu aimes, à part le meilleur podcast recrutement qui est Tanta. Est-ce que tu as des livres que tu recommanderais, par exemple? Ouais. Alors, sur le recrutement, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés. Je dirais que ça dépend ce qu'on cherche. Je pense que Yann Sege, c'est probablement un des meilleurs sur le volet technique. Exactement. Effectivement, quand on a besoin de se former au sourcing de manière très poussée, je pense que ça, pour moi, c'est la Bible. Après, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits effectivement sur comment créer sa fonction de recrutement. Qui, je pense, peuvent aider quand on est dans un contexte où on a besoin de structurer une fonction. Bien sûr. Ça, c'est des choses un petit peu différentes. Ce que je peux faire, et je te partagerai volontiers mon top 10 des livres. Et on les mettra en description. Et on les mettra en description. Allez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et je crois aussi beaucoup au fait qu'il y a beaucoup de livres qui ne sont pas connus dans le recrutement. Je pense notamment à un livre assez ancien des Gonzender qui est super. Il y a aussi un des anciens partenaires d'Heidrick qui a écrit un livre qui s'appelle, je cherche le titre exact, c'est en anglais It's not about the how but the who. Okay. Je crois que c'est un titre comme celui-là, etc. Où ils décrivent aussi de manière assez biographique la manière avec laquelle ils ont construit leur parcours dans le recrutement. Je crois beaucoup aussi au savoir biographique en quelque sorte. Je pense que ça peut donner beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Oui, des histoires un petit peu... Ok, écoute, trop intéressant. Merci pour ces recos. Et donc, on mettra tout ça en description pour les gens qui veulent se cultiver via des livres intéressants. Un truc qu'on s'est dit quand on a préparé l'épisode, et je trouve qu'il est hyper intéressant et pertinent, c'est de revenir sur les choix que tu as fait. Un truc que je trouve assez fort, c'est que tu as bougé à plusieurs reprises en cours de carrière. Tu as 33 ans, donc du coup, tu es relativement jeune, entre guillemets, en termes d'âge. Pour le coup, en termes de carrière, tu as pu évoluer très vite dans des niveaux de management et dans des boîtes qui font rêver plein de personnes. Et donc, c'est intéressant de voir justement les choix que tu as pu faire qui t'ont amené justement vers tout ça. Donc, première question, en fait, comment tu fais tes choix? Tu vois, comment tu te dis à chaque fin, entre guillemets, alors pas tout ton résumé, ça sert à rien, mais en gros, vraiment les turning points, les points de rupture où tu te dis, bah là, tu vois, je vais faire un choix différent pour aller plus loin, plus haut, plus fort, comme Fort Boyard. Comme Fort Boyard. Alors, comment je fais mes choix? Ça, c'est une question intéressante. J'ai pas de schéma en tête ou de framework, si on parle à l'anglaise, et te dire il faut faire des choix comme ci ou comme ça. Je pense que ce qui est important, et ce qui a toujours été un peu mon fil rouge, c'est d'avoir différentes options et de se mettre dans une situation où on choisit soi-même. Le privilège que j'ai eu, c'est dès le départ d'être passionné par le recrutement. Je suis tombé complètement par hasard, grâce à un de mes amis qui m'a dit, j'étais consultant en stratégie RH en apprentissage, et puis après j'ai eu une première expérience, ça m'a pas trop satisfait, qui m'a dit mais tu connais toujours tout et tout le monde partout où tu vas, le recrutement c'est fait pour toi. Je me suis dit bon, j'étais pas trop convaincu, je suis allé voir les gens, finalement ils m'ont embauché, et ça s'est fait par hasard, comme tout le monde. Donc je dirais que ce qui a été le fil rouge, c'est d'abord de se mettre dans la position où on réfléchit et on met en place un système pour avoir différentes options. De ne pas se retrouver dans la situation où on n'a qu'un seul choix professionnel, il y a une opportunité qui arrive, c'est oui ou non, puis en fait on n'a que ça, donc on la prend par défaut. J'ai toujours essayé de me mettre dans la position d'éviter cette situation-là. La deuxième chose, je pense,
On entend les trains derrière nous. Ouais, donc, sympa. La deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est de réfléchir avec une analyse assez froide sur la réalité du marché en termes de compétences. Oui. Et que quand on a un rôle donné, quel qu'il soit, c'est vrai pour le Mhm. recrutement mais pour le reste aussi, de regarder quels sont sur un rôle donné le type de compétences qui vont vous rendre bankable, qui vont vous rendre attractif pour le marché. Et ça change tout le temps, ça, en plus. Ça où c'est la difficulté. Tu vas trouver un peu la compétence de demain qui va être en tension Alors, et l'anticiper pour ça l'avoir. change régulièrement, mais finalement, sur le temps long, ça change pas tant que ça. Si on regarde le recrutement, moi, ça va faire presque 10 ans que je suis actif dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé, ce qui faisait la différence, ou là où il y avait un marché très important qui était pas encore défriché, c'était l'IT. Moi, je venais d'études littéraires, j'avais un profil... Rien à voir. Rien à voir. Et puis, je venais d'un écosystème RH, donc on m'a dit, viens recruter des RH. Ça me semblait logique. Et à partir de ce moment-là, en regardant le marché, je me suis dit, effectivement, l'IT, c'est une compétence qui est très recherchée. Mhm. On me demandait de recruter des recruteurs IT ou de chercher des HRBP, des responsables RH qui avaient une spécialité IT ou une coloration IT. Donc déjà, il y avait ici une demande qui était identifiée. Donc je pense qu'avoir une démarche de dire, OK, sur votre marché respectif, qu'est-ce qui est très en demande en termes de compétences, Mhm. d'une part? Qu'est-ce qui est très en demande en termes d'expérience ou de type d'écosystème ou de type d'entreprise? Ça peut être la taille, ça peut être le type de contexte, etc. Donc très vite, je me suis dit, OK, moi j'avais envie de travailler pour le secteur du luxe, que j'ai d'abord fait comme recruteur, pour les banques privées, pour tous ces écosystèmes très feutrés, auxquels j'avais une certaine appétence. Je venais d'environnements un petit peu comme ça. Mais très vite, je me suis dit, le marché, il cherche des recruteurs IT, donc en fait, tu ne peux pas passer outre. Si tu veux progresser à un moment donné, il y a beaucoup de sociétés très intéressantes qui nécessitent que tu comprennes l'IT au moins un minimum et que tu aies cette expérience-là. C'est ce qui m'a amené chez Swisscom, c'est de se dire, je vais développer 2 compétences là-bas, l'IT, connaissance des métiers tech, et vraiment améliorer mon allemand, puisqu'à l'époque, moi j'étais un Français expatrié dans la Suisse romande, maintenant je vis en Mais tu Suisse parlais bien allemande. de base. Je parlais correctement, je parlais pas très bien allemand, mais je parlais correctement, suffisamment pour me faire embaucher. Et puis, je leur amenais la compétence de chasse qu'ils n'avaient pas à l'époque. Donc, je dirais que c'était une opportunité pour moi d'apprendre une compétence nouvelle. Le fait d'avoir développé là-bas beaucoup de choses autour de l'IT, d'avoir aussi créé un certain nombre de nouveaux processus, d'avoir mis en place une approche de chasse sur des profils de niche à gros volume, a fait qu'à un moment donné, Google est venu taper à ma porte. Bien sûr. Ça s'est fait un peu par hasard. Moi, Oui, tu t'es fait chasser à ce moment-là. Ouais. je ne rêvais pas d'aller chez Google. Je ne connaissais pas du tout Google. T'avais même un iPhone. J'avais même un iPhone. Et j'avais, d'ailleurs, je connaissais tellement pas Google que j'ai découvert le Google Doc, etc. Vraiment quand je suis arrivé ici. Je connaissais pas ça du tout. J'avais travaillé avec Office, Microsoft, etc. pour ne pas le citer. Dure vie. Exactement. Donc c'est vrai que je pense qu'avoir une analyse froide sur qu'est-ce qui vous manque concrètement comme compétences et quelles sont les compétences les plus recherchées et probablement les mieux rémunérées sur le marché, ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. Ensuite, il y a une autre chose qui je pense est importante, c'est que j'ai toujours eu en tête de continuer mon apprentissage en me disant qu'en fait, l'apprentissage ne s'arrête pas quand on arrête ses études, mais est quelque chose de permanent. Oui, ce qu'on disait juste avant, via la lecture, les événements, les gens que tu rencontres. Et que c'est important de créer un écosystème et de se dégager du temps dans votre quotidien, même quand vous êtes ultra sollicité ou occupé, d'avoir 1 heure ou 2 par semaine où vous vous dites, OK, ça c'est mon temps qui est dédié à de l'apprentissage sur quelque chose de concret. Ça peut être une langue, ça peut être apprendre à vendre, à négocier, à communiquer, etc., etc. Toutes les semaines, tu prends 1 heure et t'écoutes un épisode de Tam Tam, par exemple. Tu as une bonne manière de progresser avec des invités de qualité. Ça peut être une idée. Après, je pense que c'est important d'aller sur pratiquer. des choses qui sont pratiques. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Qu'on s'en tienne pas à juste de l'absorption de 100%. Connaissances brutes, mais d'en faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider à progresser. Bien sûr. Et puis l'autre élément, c'est peut-être sur la construction du réseau. Ouais. Tous les rôles que j'ai eus sont arrivés parce que je suis allé solliciter des gens quasiment tout le temps ou parce que quelqu'un a parlé de moi à quelqu'un d'autre.
Et via Quasi le 100%. pay it forward dont tu parlais, tu vas aider les Exactement. gens, tu vas leur donner des choses sans vouloir recevoir au moment donné où tu donnes tout ça, mais tu te dis qu'un jour, peut-être, sur un coup de chance, ça marchera et tu auras le Oui, retour. et puis simplement parce Peut-être que jamais, mais- je pense qu'on fait ce type de métier parce qu'on aime aussi aider les gens. Il y a un petit côté, Clairement. je dis toujours en rigolant, on a un petit côté Mère Teresa quand même. C'est qu'on a envie de rendre service, on a envie d'embaucher ce candidat ou d'aider ce stagiaire, ou etc. Mais je pense qu'avoir une approche très réfléchie sur comment on construit son parcours de carrière en termes de compétences est plus important que d'avoir un plan de carrière en disant à 3 ans je veux être manager, à 5 ans je veux être directeur, etc. Bien Parce que sûr. rien ne se passe comme prévu. Mm, mm. Et aussi parce que la logique verticale des organisations est en train d'évoluer. Comme chacun sait, il y a beaucoup de postes très intéressants qui sont des postes d'individuels contributeurs à haut Clairement. niveau. C'est d'ailleurs le rôle que j'ai là en ce moment. Bien sûr. Dans mon équipe, j'ai notamment des gens qui sont des anciens dirigeants ou managers ou leaders qui sont sur des rôles d'individuels contributeurs. Mais de par le niveau de complexité face auquel on est, ça fait beaucoup de sens d'avoir des 100%. gens aussi seniors. Ça se fait de plus en plus d'internaliser justement par exemple du headhunting et d'avoir justement des recruteurs et recruteuses de C-level par exemple ou de managers qui sont internalisés et plus via des cabs. Tu prends des anciennes personnes qui ont fait des cabs ou autres et tu les recrutes. Donc en effet, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de logique verticale à tout prix. C'est pas être directeur, directrice comme objectif. Tu nous as dit du coup plein de choses là sur les choix et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que tu sais pas vraiment ce qui va se passer. On regarde avec l'IA aujourd'hui, on sait pas dans 2-3 ans à quoi ressemblera le marché. Quelle sera la compétence d'IA qui sera intéressante ou les compétences. Est-ce que le sourcing tel qu'on le connaît par exemple sera le même? Il y a 1000 questions qui se posent et c'est là où c'est intéressant le recrutement, c'est que ça change tout le temps. Et donc en revanche, ce que tu dis, c'est en étant curieuse et en s'ouvrant justement à différentes compétences, du marketing, des sales, etc., du copywriting, c'est là où du coup tu deviens plus efficace. Sur l'IA, peut-être pour dire un mot là-dessus. Oui, en plus, tu as dit que tu es à fond dedans et que tu avais fait une formation à Oui, Bard oui. à Alors, tes je collègues. suis ici sur la zone IMIS, c'est moi qui ai créé la première formation Bard, enfin plutôt GenAI pour le recrutement. Donc, j'ai joué beaucoup avec ChatGPT, avec Bard, etc. On peut faire beaucoup de choses avec. Pour moi, toute cette partie générative AI, elle a un atout et on peut faire une analogie très simple. C'est la même chose que la différence entre faire du vélo et faire du vélo avec un vélo électrique. Je pense que c'est l'analogie la plus claire possible de ce que permet l'IA. L'IA ne va pas rendre des recruteurs mauvais très bons. L'IA va permettre à des gens qui n'ont peut-être pas forcément des connaissances très poussées ou des compétences très établies d'aller un cran au-dessus. Mais en termes de copywriting, et je le vois avec les meilleurs copywriting qu'on a dans mon équipe, l'IA peut améliorer des choses, certes, fera d'un bon post un très bon post pour LinkedIn, pour les réseaux sociaux. Mais si vous n'avez pas d'idée au démarrage ou si vous n'avez pas la compétence au démarrage, l'IA, elle ne va pas vous aider beaucoup. Si vous ne savez pas faire de vélo, que votre vélo soit électrique ou pas, ça ne va pas marcher. Il vous faudra les petits trous à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que l'IA va probablement chambouler, faire évoluer un certain nombre de pratiques dans nos métiers, mais que les grands principes qui sont d'être connecté au marché, de connaître les gens, de comprendre les besoins, etc., ces grands principes-là, ils vont rester. Et quoi qu'on en dise, même si vous avez un ATS qui peut-être va vous aider pour faire une présélection de CV sur X centaines de postulants, à la fin de la journée, personne n'a envie d'être interviewé par un chatbot. Bien sûr, entretien de vidéos différées, ce genre de choses, on n'aime pas. On a envie d'avoir de l'humanité. Et je pense que le mérite de la technologie, c'est de révéler le caractère essentiel de l'humanité dans nos interactions. Et si on regarde le Covid, qui je trouve est un bon exemple, on s'est aperçu qu'on peut tout faire à distance. C'est formidable. C'est très bien de ne pas avoir de commute time, de ne pas avoir à prendre le train, etc. ou la voiture. Mais on s'aperçoit aussi très vite que pour un certain nombre d'exercices, tu parlais d'idéation tout à l'heure, de l'innovation, ou juste le plaisir de travailler avec des gens. Rares sont les êtres humains qui, quand même, sont très contents d'être tout seuls dans leur coin tout le temps. Faut être très introverti, quoi. Même mes software ingénieurs les plus geeks possibles ou les plus, peut-être, les moins sociaux, si je puis le dire comme ça, ils ont de temps en temps envie d'échanger entre eux. Et ça, c'est quelque chose que la technologie permet d'un point de vue pratique, mais ne permet pas d'un point de vue émotionnel. Et je pense que, et c'est la discussion que j'ai avec beaucoup de leaders sur le marché, ou mes candidats au niveau exécutif, c'est de se dire, en fait, l'IA va changer un certain nombre de pratiques, va automatiser un certain nombre de processus, mais in fine, ce qui fait la différence, les gens qui ont du succès dans leur carrière professionnelle, c'est des gens qui ont su développer
leur humanité et leur singularité. Et ça, la technologie, elle peut pas le faire. Très vrai ce que tu dis. Du coup, ce côté où, prendre une techno pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle t'aide à faire, mais pas se dire que ça va nous sauver. Souvent, on dit, t'as une phrase sur LinkedIn, c'est genre les outils, c'est pas magique, tu vois, genre, t'as pas d'outils magiques qui existent. Il faut que t'aies la théorie, faut que t'aies la pratique, faut que t'aies déjà tenté des trucs. Et encore moins dans le recrutement. 100%. Je dis toujours, vous passez des heures à réfléchir sur les outils, c'est très bien, mais est-ce que vous avez réfléchi à quel est le vrai problème de votre business ? Exactement. C'est la première question. C'est quoi ? Quel est mon problème que je veux résoudre ? 2, quel est potentiellement le budget si tu as une boîte qui a un budget principal ? Et ensuite, tu prends l'outil qui correspond à ton usage et qui correspond à ton budget. Et pas juste, ça a l'air cool cet outil-là, regarde, l'ATS, il est trop bien, je vais prendre ça. Oui, mais non, le truc coûte 40 000 et tu n'en as pas besoin parce que tu recrutes que 20 personnes à l'année. Et je pense qu'on surestime beaucoup le caractère efficace, ou en tout cas l'utilité des outils, clairement. Et qu'on sous-estime beaucoup le temps d'apprentissage personnel individuel qui peut faire une énorme différence. Savoir lire une salle, savoir lire une personnalité, avoir une intelligence de situation, savoir pousser ou pushback en mauvais français face à des hiring managers qui sont peut-être difficiles, savoir à quel moment il ne faut pas aller se battre sur tout. C'est ça. C'est des compétences qui, une fois qu'elles sont extrêmement bien maîtrisées, vous amènent beaucoup plus loin qu'avoir un super ETS 100%. Qui est magique, mais qui, in fine, ne vous fera pas vous connecter avec la bonne personne simplement parce qu'elle n'est pas sous votre radar. Il n'y a pas le côté stratégique, en fait. Exactement. Ok. Écoute, trop pertinent ce que tu dis là, et j'ai 2 mini-questions en plus, vu qu'on est toujours sur les choix de carrière, les compétences à avoir. 2 questions en une, je te laisse répondre à l'une puis l'autre comme tu veux ou en même temps. Souvent, on se pose des questions, et moi, j'ai beaucoup de recruteuses juniors qui me demandent, est-ce que je dois me spécialiser ? Est-ce que je dois être recruteur tech, recruteur généraliste, recruteur d'exec à mon compte ou pas ? Donc, première question, est-ce qu'il faut se spécialiser ? Et deuxième question qui est un peu liée, c'est quoi choisir comme boîte ? Tu peux recruter dans un grand groupe, tu peux être à ton compte, tu peux créer un cab ou rejoindre un cab, tu peux être en start-up, en ESN, il y a 12 000 manières différentes d'exercer la profession. Donc, pour 2 questions, 1, spécialisation ou pas, 2, quel type de boîte choisir ? Alors, sur la spécialisation ou pas, si on regarde un peu que dit la science, je dis souvent ça à mes équipes, je dis ok, est-ce qu'on a de la data ? Qu'est-ce qu'on a comme élément intelligible sur les sujets ? La science, elle dit, et si vous lisez les travaux notamment qui ont été faits sur Tiger Woods, sur Roger Federer, qui sont 2 exemples intéressants, la science, elle dit en fait, si vous apprenez à un enfant une compétence, il va être très très bon, mais si vous en apprenez 10, il peut être potentiellement excellent dans au moins une des compétences sur les 10 qu'il aura découvertes. Ça, c'est ce que dit grosso modo la science. Donc, se spécialiser ou pas, je pense que la question est en fait pas tout à fait posée avec justesse. La bonne question, c'est de se dire, c'est pas contre toi, mais je pense que c'est un raccourci de dire il faut se spécialiser ou pas. Je pense que ce qui fait la différence, tu parles, je t'ai souvent entendu parler de T-shape recruteur, je pense que c'est la multi-spécialisation qui fait la différence. Et que c'est important de commencer quelque part. Mais que c'est aussi très clair de dire à des gens qui sont et juniors ou très seniors d'ailleurs, qu'on peut être spécialiste de quelque chose, mais aussi démarrer une nouvelle spécialité ailleurs. Ça, c'est important. Bien sûr. Que parce qu'on commence dans un cabinet ou parce qu'on commence en interne, on peut aussi changer et que la vie est faite de changements, de chamboulements et d'un certain nombre de changements d'orientation professionnelle, que non seulement c'est OK de changer d'orientation professionnelle, mais que c'est aussi très sain. Et que quand je vois des gens qui sont depuis 10 ou 15 ans dans la même société, sur le même rôle, je leur dis, mais en fait, d'abord, est-ce que vous vous amusez ? Parce qu'effectivement, on parle du travail. Moi, j'ai une logique où je me dis, qu'est-ce qui m'excite professionnellement ? Qu'est-ce qui m'amuse ? Et où est-ce que je peux être très bon ? Ça rejoint un peu tous ces concepts d'ikigai, exactement, entre autres choses. Mais je pense que une grosse partie de ce qui fait la différence dans nos métiers qui sont très personnels, où les soft skills parlent peut-être un peu plus que les skills, on va dire, techniques, même si elles sont pour le coup très importantes, et on en reparlera après, c'est que si vous avez quelqu'un qui est très passionné par ce qu'il fait, ça se sent, ça se voit, et puis ça donne envie. Bien sûr. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui vous excite ? Qu'est-ce qui vous éclate ? Donc se spécialiser, pourquoi pas ? Je pense que c'est important, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et que c'est une première étape dans un chemin de carrière qui va être multiforme, qui va être souvent assez long, puisqu'on va travailler jusqu'à... je sais plus pour la Suisse, mais en France, on allonge un petit peu. Ouais, plus longtemps. Donc je dirais se spécialiser sous plusieurs aspects.
Sur l'aspect technique, vous recrutez des profils tech versus vous recrutez des profils corporate. Sur l'aspect de l'écosystème, vous travaillez avec des startups, des sociétés qui grossissent très vite, qui ont des problèmes avec peu de processus mis en place, versus vous travaillez avec des sociétés qui sont très établies, qui ont des problématiques de marque employeur qui sont très différentes. Ça, je pense que cette variété-là, elle apporte beaucoup de choses. Bien sûr. Et puis, si je regarde mes meilleurs candidats au niveau exécutif, ceux qui... je pense, sont les plus successful, ceux qui ont le plus de succès dans leur carrière, sont ceux qui apportent des éléments d'écosystème différents de celui dans lequel ils sont, ils ou elles. À savoir que quand vous êtes dans la tech, si vous avez connu un environnement comme l'environnement bancaire, très régulé, très contraignant, si vous avez connu un environnement au contraire très dérégulé, comme les infrastructures, où vous avez des infrastructures lourdes, où vous cherchez des profils qui n'existent pas, des spécialistes de portes de métro, des spécialistes de technologie nucléaire, etc. Ben, vous apportez un autre regard et aussi des expériences qui vont être très complémentaires avec le secteur dans lequel vous êtes. Donc moi, ce que je dis souvent aussi à mes clients, internes ou externes, c'est de réfléchir en termes de « Ok, vous voulez la meilleure personne qui vient du concurrent. C'est très cool. » Et parfois, c'est une très bonne idée parce que ça va faire mal aux concurrents, vous allez gagner des parts de marché, etc. Et vous gagnez aussi du savoir-faire. Mais de temps en temps, aller chercher quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre secteur, ça va vous offrir une espèce de vision beaucoup plus large du marché et aussi nourrir votre réflexion et votre stratégie d'une manière qui va vous donner un avantage comparatif sur le marché. Et tu peux du coup t'adapter par rapport à toutes les situations que tu vas avoir. Donc je te rejoins à 100% là-dessus. Tu vois, moi, j'ai pu faire aussi de la startup du grand groupe de l'ESN en France, à l'étranger. Et quand du coup tu vas parler, tu vois, tu disais la personne qui fait 15 ans dans la même boîte, dans le même job, bah, du coup cette personne-là, tu peux lui dire, tu sais qu'ailleurs il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup c'est là où tu vas enrichir les gens avec qui tu parles. Et tu vois, nous c'est la force qu'on a dans notre formation avec Elise, c'est qu'Elise elle a fait 7 ans en tant que chasseuse de tête, moi j'ai fait recruteur interne, mais à tous les deux, on a fait quasiment tous les types d'exercices de la fonction de recrutement, sur du leadership ou pas, sur du management ou pas, chasse de C-level, des profils tech, des profils sales en France, à l'étranger. Et du coup, quant à ça, tu vois un peu tout. Certes, t'es pas l'expert incontournable, genre en recrutement dans l'agriculture. Par contre, du coup, tu as une petite approche de plein de choses. Et du coup, tu vas pouvoir permettre aux gens d'avoir la même ouverture d'esprit ou d'ouvrir leur chakra et d'aider quelqu'un qui est spécialiste à comprendre un peu ce qu'il y a autour de lui ou d'elle. Et ça, du coup, c'est fort. Donc, je te rejoins 100%. Et je pense que c'est là où vous arrivez aussi à apporter de la valeur, davantage de valeur, quand on parle d'un processus de recrutement, de se positionner comme business partner, parce que vous avez vu d'autres choses. Et je pense qu'effectivement, le leadership, de manière générale, c'est aussi être capable d'apporter autre chose que ce qui existe déjà. Et quand on a vu d'autres secteurs, quand on a vu d'autres contextes, on a une vision qui est peut-être un peu plus large, on a une vision aussi qui est peut-être moins arrêtée des choses. Et je pense que sur la question de se spécialiser ou pas, il y a une question tangente qui est est-ce qu'on peut être prisonnier de son expertise ? Et j'ai souvent vu effectivement des experts me dire « Ah oui, on sait, on a fait ça, ça fait 25 ans que je suis dans le truc. » Je dis « C'est très bien, mais en fait, il y a une perspective qu'on oublie. » Et c'est là où on fait aussi des erreurs parce qu'on croit beaucoup à notre expertise. Ouais. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, et même moi qui suis depuis presque 10 ans dans le recrutement, c'est important de faire d'autres choses, c'est important d'avoir suffisamment de courage pour vous retrouver débutant quelque part. C'est un exercice d'humilité, je pense, qui est d'abord assez sain, surtout quand on travaille dans des écosystèmes qui sont très attractifs de l'extérieur, qui ont tendance à faire assez grandir les égos. Mais c'est aussi, je pense, un exercice intellectuel très sain de se retrouver débutant, même quand on a une expertise. Très clair, 100% d'accord avec toi. Et du coup, c'est pareil, ce que tu dis, c'est une bonne introduction à ce que je voulais te poser comme dernière question au pluriel sur une dernière partie. C'est en fait la question qu'on nous pose souvent, c'est comment tu vas plus vite dans ton apprentissage. Tu peux apprendre à un rythme classique, tu peux aussi avoir du coup des raccourcis. Et donc, je vais te poser deux questions. La première, c'est comment du coup tu peux faire, est-ce qu'il y a des raccourcis dans l'apprentissage du recrutement ? Et après, on parlera de qu'est-ce qu'on va apprendre, avec qui, comment, pourquoi, les 12 000 questions. Mais donc, première chose, est-ce que toi, tu dirais que tu as des manières de griller les étapes sans nuire aux gens autour de toi, évidemment. C'est une don't be evil, je crois, une des valeurs de Google. Oui. Donc sans le côté don't be evil, est-ce que tu as des manières d'avoir des raccourcis dans ta carrière business ? Alors c'est une bonne question. Je ne sais plus qui disait que pour atteindre le succès, il n'y a pas d'ascenseur, il faut prendre l'escalier. J'aime bien cette analogie assez pratique. Je ne pense pas qu'il y ait de vrais raccourcis. En revanche, il y a des chemins qui sont plus courts que d'autres. Je le dirais comme ça.
Une grosse partie de ce qui a fait mes différentes expériences, ça a été que je pense la volumétrie avec laquelle je travaille fait gagner du temps sur le temps long. À savoir que si vous travaillez, c'est assez simple. Le recrutement, c'est souvent assez mathématique. Si vous avez interviewé 10 personnes dans un écosystème donné, imaginons un exemple assez concret. Vous êtes recruteur, vous avez un nouveau client qui débarque d'une start-up dans le secteur des trains. Ils sont spécialisés dans les softwares pour conduire les trains. Vous allez interviewer 10 personnes sur le marché, faire une sélection, leur en envoyer 2, versus le recruteur qui en aura interviewé 150 sur le même laps de temps. Sur le même laps de temps. Donc là, déjà, il y a un avantage comparatif en termes de connaissances accumulées. Ensuite, et tu as un impact sur je me permets de couper là-dessus, mais je crois qu'en plus, j'ai vu ça hier dans un livre qui s'appelle Evidence-Based Hiring, où justement, tu as des stats de Google qui te montrent que quand un intervieweur, hiring manager, plus il fait d'entretien, plus il a une capacité à déceler, entre guillemets, des bons recrutements. Bien sûr. Que je crois que de mémoire, hein, j'ai mon livre à côté, mais quand tu as moins de 50 entretiens en tant qu'hiring manager, tu n'as que 20% de chances de trouver, d'objectiviser, en fait, est-ce que cette personne sera un bon recruteur, et quand tu passes à plus de 150, tu es quasiment à 70%. Donc la pratique répétée te rend meilleur, mais ce qui est logique, hein, comme beaucoup de métiers. Comme dans n'importe quelle activité. Mais il y a encore plus vrai là-dessus. Et en fait, exactement. T'as un taux, contrairement, du coup, je sais pas, quand tu crées des glaces, où du coup c'est très répété et c'est bon ou c'est pas bon, là du coup c'est de l'humain. Mais du coup ça maximise tes chances de faire un bon recrutement, de répéter ton action. Même si demain tu ouvres une boutique qui fait des glaces, je pense que c'est le même schéma. Après, il y a la question de savoir si on a envie de changer le processus ou d'améliorer le processus. C'est une deuxième question. Mais je pense que sur la logique du travail, et c'est vrai dans n'importe quel métier, et je le vois chez mes candidats, ceux qui ont le plus de succès sont quand même ceux qui travaillent le plus. Et je pense qu'on surestime beaucoup le talent de manière générale. Parce qu'en fait, le talent, c'est d'abord beaucoup de travail et du travail de manière intelligente. Ici, à Google, on a une philosophie qui est de penser en termes de smart working plus qu'en termes de hard working. Ce qui, je pense, est une bonne approche. Mais il n'empêche quand même qu'à la fin de la journée, si vous avez interviewé 20 personnes versus un autre recruteur 3, même si parmi les 3 qu'il a recruté, il y en a un qui est très très bon, vous aurez forcément sur le temps long un réseau plus large parce que vous aurez parlé à plus de personnes. Il y a un côté mécanique très basique. Bien sûr. Probablement davantage de connaissances sur l'être humain, sur les personnalités, sur votre capacité à lire les profils, autant que sur peut-être les connaissances clés de l'écosystème. Et puis ça vous donnera probablement aussi des nouvelles idées, puisque plus on parle avec des gens, plus on a de nouvelles idées. Ça, c'est assez mathématique aussi. Donc je dirais que la volumétrie quand même est un élément important. Le deuxième élément, je pense que c'est d'avoir une vision très haute de la qualité de ce qu'on fait et d'être assez obsessionnel sur comment on peut améliorer la qualité de ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est un trait de caractère que j'ai vu chez tous les leaders, qui sont des gens quand même à 20 ou 30 ans de carrière, qui sont arrivés tout en haut de la pyramide. Ils sont tous assez obsessionnels sur la qualité des rendus, des livrables, sur la qualité des documents qu'on produit, sur la qualité des candidats qu'on amène, etc. etc. Et ça, avoir une vision à la fois à long terme et à la fois très qualitative, avec l'idée que votre rôle à vous, c'est d'améliorer la qualité de ce que vous êtes capable de faire, quel que soit votre rôle. Ça, c'est quand même un élément qui, je pense, fait avancer un peu plus vite. Un autre aspect, c'est peut-être la prise de responsabilité. Dans le recrutement, c'est vrai qu'assez souvent, on voit soit des gens qui deviennent managers, on te pousse à l'être d'ailleurs, des fois. Soit des gens qui restent individuels contributeurs. C'est 2 stratégies de carrière différentes. Les choses évoluent, donc vous pouvez passer manager, revenir individuel contributeur, etc., quel que soit le contexte. Et de plus en plus, management n'est plus une fin en soi, ce qui est bien. Ce qui est une bonne chose, parce que je pense qu'on encourageait des gens à être managers qui, et c'est vrai en dehors de recrutement qui sont très mauvais managers, qui n'étaient pas bons et qui n'en avaient pas forcément l'envie ou le désir. C'est ça. Donc là, c'est terrible, tu n'as ni l'envie ni la compétence. Et je pense qu'on ne peut pas être un bon manager si on n'en a pas l'envie. 100%. Ça, c'est déjà un élément clé. La prise de responsabilité, elle peut se faire aussi sur le type de projet ou sur la taille des écosystèmes dans lesquels on travaille. Vous travaillez pour une région, vous passez à un niveau de pays, et là vous recrutez pour le pays en entier. Vous travaillez sur un pays, vous passez sur une zone géographique plus large, etc., etc. Ça peut être une prise de responsabilité. S'exposer auprès de candidats peut-être plus seniors peut être aussi un bon élément. Et je pense que ce qui a très tôt, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir la chance de travailler avec des hiring managers qui étaient aussi très seniors. Donc je voyais aussi leur positionnement en termes de gravitas, en termes de présence, en termes de communication. Bien sûr. Et
le siège du recruteur, c'est un siège unique dans une société parce qu'on a un accès très direct avec ces gens-là. Exactement. Et on a un accès aussi qui permet d'interagir en miroir, de voir comment ils fonctionnent, Exactement. d'adopter leur Et posture. d'apprendre sur leurs soft Et skills, leur d'apprendre, attitude, exactement. strat. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique, je pense, à la C'est fonction de le recruteur. seul job, je pense, où tu peux arriver en tant que jeune diplômé, ton premier job était directement en lien tu prends dans une startup ou scale-up, tu vas être en lien avec les dirigeants et dirigeantes. C'est le seul métier, je pense, où tu es si jeune. Et pourtant, on te met autant de choses sur toi, sur ton dos, parce que tu dois recruter les prochaines personnes. Et du coup, comme tu dis, tu es confronté à des gens qui sont beaucoup plus seniors que toi, qui vont avoir peut-être le double de ton âge, et à minima, genre 10 fois plus en termes d'années d'expérience dans leur boulot. Et c'est ouf. Et c'est une chance inouïe. Pour ça que c'est un des plus beaux métiers d'ailleurs. Mais ça, oui, et je pense que ça, c'est une opportunité aussi d'apprentissage en termes de carrière qui sert beaucoup. Clairement. Là où je suis en ce moment, j'ai la chance de travailler avec des leaders incroyables. Je pense à Laurence Lafont, que j'adore, ou à Cédric Parent, ou à Tara. Qui sont des gens qui bon, d'abord, qui ont tout compris de business. Donc, pour moi, j'ai beaucoup d'humilité et beaucoup d'honneur à travailler et avec eux et pour eux. Et qui sont aussi des profils qui, je pense, infusent beaucoup de choses en moi dans leur modalité de prise de décision. Tu parlais tout à l'heure de système. Je vois aussi leur système de prise de décision. Je vois leur capacité à anticiper, à jouer un peu aux échecs avec toujours quelques coups d'avance. Donc ça, je pense que c'est des éléments qui peuvent aider à aller plus vite. Puis il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, qui je pense est important aussi, c'est le réseau. Alors le réseau, on en parle beaucoup, mais finalement, personne ne sait jamais exactement ce que c'est, comment faire, etc. Moi, j'ai une vision assez simple. Le réseau, c'est les gens avec qui vous êtes en interaction à un moment donné et qui sont à chaque fois une opportunité pour vous d'apprendre quelque chose. De la connaissance brute, de la connaissance d'un contexte professionnel, des mises en relation, de leur expérience, des mises en relation. Donc, la clé ici, c'est deux choses. C'est de poser beaucoup de questions. Et puis, c'est d'essayer de rendre service aux gens d'abord. Parce que je crois beaucoup à cette idée qu'on donne beaucoup et qu'à un moment donné, le karma, la vie, vous amène aussi beaucoup. Mais qu'il faut d'abord donner sans trop se poser de questions et sans avoir d'idées de retour. Et aussi de construire son réseau dans le sens où il s'agit d'aller rencontrer des gens à l'extérieur. Et je dis toujours que le recrutement, pour moi, c'est un métier formidable parce que vous avez un pied dans la société, un pied sur le marché. Ce pied sur le marché, il peut se traduire de plein de manières différentes, mais la manière la plus concrète possible, c'est d'aller rencontrer des gens à l'extérieur. Posez-vous la question. Et c'est notre job de faire ça en plus. Exactement. C'est ça qui est fou. Combien de cafés vous faites à l'extérieur ? C'est la même chose que sur le time to learn. Je dis toujours, c'est quoi votre time to learn dans l'équipe ? On me dit, bah oui, je sais pas trop, ça veut dire quoi ? Je sais pas. Combien de temps vous avez par semaine où vos collègues ou vous-même avez du temps pour apprendre ? C'est exactement la même chose. Le réseau et prendre le temps d'être en échange avec des gens qui n'ont pas d'impact direct dans votre business immédiat. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment important et va vous permettre d'accélérer, d'abord parce que vous allez acquérir plus de connaissances, mais aussi parce que ça va vous ouvrir parfois des opportunités que vous n'aviez pas vu venir. Clairement. Oui, t'as des effets dominos après qui vont être super forts. Exactement. Et comme tu dis, de mettre un rituel, c'est pas mal. Tu vois, moi, dans mon premier job, je m'étais mis comme, obligation, rituel, d'avoir un déjeuner avec un recruteur ou une recruteuse par semaine. C'était ambitieux parce que c'est beaucoup par semaine, mais en fait, du coup, ça se tient facilement et régulièrement, du coup. Et quand j'arrivais à Paris, du coup, t'as tellement de gens que tu peux rencontrer. C'est vrai que c'est pas la même chose quand t'es dans une petite ville de campagne. Quand moi, je viens de Poitiers, tu vois, j'aurais fait le tour en 3-4 mois, j'ai rencontré quasiment tous les recruteurs et recruteuses, et que j'exagère, mais tu compris l'idée. Et ça, c'est hyper important de te mettre quelque chose de timé. Et limite, tu vois, genre, quand t'as des régimes alimentaires ou du sport, tu dis, bah, c'est bon, j'ai fait mon check cette semaine, j'ai rencontré mon recruteur ou ma recruteuse, mon RH, ma RH ou des dirigeantes, pourquoi pas. Hop, tu fais ton petit check et tu passes à la suite. Donc, très pertinent ce que tu dis. Je pense que la discipline, de manière générale, on parlait tout à l'heure de la volumétrie, est valable dans tout et que si vous regardez ce que font les meilleurs dans votre domaine, si vous êtes discipliné et que vous avez la consistance de régulièrement faire un petit pas, plutôt que vouloir des gros projets, etc., juste se dire, OK, j'avance petit à petit, un petit peu tous les jours ou un petit peu toutes les semaines, les choses se construisent sur le temps long et les choses importantes prennent du temps. Clairement, notamment dans les relations humaines. Exactement, notamment dans les relations humaines et a fortiori dans les relations humaines. Une fois qu'on a compris ça, je dirais la logique de construction de carrière, elle prend soin d'elle-même en quelque sorte. J'ai une de mes managers ici, que j'aime beaucoup, Sam, qui me dit souvent sur les objectifs chiffrés, nombre de placements, etc.,
les objectifs vont s'occuper d'eux-mêmes. À savoir que si vous faites les choses bien, les objectifs vont se faire de toute façon. Clairement. Et que finalement, ça c'est un prérequis, évidemment, mais en fait, l'essentiel va se jouer sur ce que vous faites en plus. Ce que vous faites en plus et ou à côté. Ici, chez Google, on a un système des 20%, des projets de 20%, qui a été beaucoup documenté et discuté. Mais on a aussi une approche où on attend des gens d'avoir un impact et qu'on juge plus l'impact encore que les résultats, parce que grosso modo, on est entouré que de gens qui sont ultra performants, voire, on dirait en mauvais français, overachiever. On est tous un peu comme ça. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand on arrive ici, on découvre ça et on se dit, oh là là, ça fait un peu peur. On se dit, mais est-ce que je suis assez bien pour être là ? Est-ce que je suis à la hauteur de tous ces gens qui sont ultra brillants, etc. Puis on s'aperçoit vite qu'en fait, il y a un côté d'émulation très forte et que c'est très, très positif. Mais je pense qu'effectivement, avoir une discipline et la consistance de créer les choses sur le temps long, ça, c'est vraiment un raccourci. Sur le court terme, on ne le voit pas forcément, mais sur le temps long, c'est un raccourci. 100%. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur ça et après, je te poserai ma dernière question qui est quelles compétences tu peux apprendre et comment ? Peut-être sur les raccourcis, je pense que c'est important d'être très lucide avec soi-même. Ok. Je vois assez souvent, notre métier c'est d'interviewer des gens, donc forcément on voit les gens qui sont lucides sur eux-mêmes, qui savent ce qu'ils apportent, mais aussi ce qu'ils apportent pas. Et moi je dis souvent, à chaque fois qu'on me sollicite pour un rôle, je prends le temps de discuter, même si je suis pas en recherche. C'est toujours bien de savoir ce qui se passe sur le marché. Souvent je recommande des gens, on développe le réseau. Ne serait-ce que ça, prendre le temps de parler aux recruteurs, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, surtout quand on n'est pas en recherche. Et de manière générale dans la vie, c'est bien de connaître les gens avant d'avoir besoin d'eux. Ça c'est exactement. Ça c'est clair. Mais je dirais, pour revenir un petit peu sur le point, savoir où on en est avec soi-même et dans quel type de contexte on peut être très bon et dans quel type de contexte on n'est pas la bonne personne. Je donne un exemple concret. J'ai une typologie assez régulière de leaders que je vois qui sont bons pour certains contextes et pas pour d'autres. Vous avez des gens qui sont très bons pour construire depuis zéro, c'est le cas dans les startups, construire from scratch un business ou développer un business ou construire des processus quand il n'y a vraiment rien et il y a tout à créer. Il y a des gens qui vont être plutôt meilleurs quand il y a déjà quelque chose et qu'il faut transformer quelque chose, amplifier, amener au niveau suivant. Ensuite, vous avez des gens qui vont être très bons pour l'effet un peu inverse, qui est de rationaliser un business. Faire des coupures de coûts, les gestionnaires, des gens, etc. Souvent les gens qui arrivent en tant que CEO après les fondateurs des boîtes, voilà. Et puis après, vous avez la quatrième typologie de gens qui vont être très bons plutôt pour faire tourner la boutique. Je dis comme ça de manière assez triviale, qui vont pas faire beaucoup de changements, qui vont faire tourner la boutique et puis après tout, c'est ce qu'on leur demande. Donc je dirais que j'aime bien cette typologie de 4 personnalisations, on dirait. Parce qu'elle peut vous donner une idée aussi du type de contexte qui vous convient. Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des environnements où il fallait tout construire de zéro. Vous le faites une fois ou deux, et puis si c'est pas votre truc... Ouais, c'est fatigant en plus. C'est très fatigant, c'est très compliqué. C'est le plus coûteux des 4 modèles, je pense. C'est possible, en termes de santé psychologique et même en termes de temps, c'est clair. À l'inverse, venir pour rationaliser un business, moi, ça ne m'exciterait pas beaucoup. Et je me suis toujours dit que le type d'écosystème que j'aime, moi, c'est quand il y a déjà quelque chose où je vois un potentiel et où je me dis, bah là, on peut faire énormément de choses et puis on va grandir ensemble et puis on va emmener les gens avec nous et puis on va construire quelque chose qui nous dépasse. Tu souffles sur la braise. C'est ce que j'aime et c'est ce qui correspond à ma personnalité. Très bien. Mais je pense qu'être au clair sur où on en est, de ses forces, de ses faiblesses, de ce qu'on peut apporter, de ce qu'on n'apporte pas dans un business, peut vous aider aussi à trouver votre futur job. Parce que chaque fonction de recrutement a un niveau de maturité différent, déjà, qui est que parfois ils sont très très avancés, ils ont des sourceurs, ils sont très techniques, ou à l'inverse, il y a une personne qui fait tout et puis qui se débrouille et qui fait du recrutement avec un tableau Excel. Parce que ça existe. Bien sûr. Plus qu'on croit. Être au clair sur la maturité de la fonction en recrutement, sur le rattachement de la fonction recrutement et son positionnement. Est-ce que vous avez le ou la recruteur en chef qui siège au board, par exemple? Est-ce que le recrutement est fondu dans les HR? Est-ce que c'est séparé, etc. Toutes ces questions-là, elles sont importantes, mais en fait, elles vont se lire à l'aune de, OK, vous vous connaissez bien. Est-ce que vous, en tant que personne, vous correspondez bien
à l'écosystème et vous allez pouvoir non seulement apporter le plus de valeur possible, mais aussi vous en tirer le plus de valeur possible. Et ça, je pense que bien se connaître, c'est le connais-toi toi-même, hein, on est sur des choses très essentielles. C'est quelque chose qui peut aider n'importe quel mouvement de carrière et qui sert aussi un petit peu de raccourci. Et rétrospectivement, moi, il y a des endroits où j'ai travaillé où je pense que c'était une erreur d'y aller. Sur le moment, je ne l'ai pas vu comme tel, naïveté, on appelle ça comme on veut. Mais a posteriori, j'ai pas de regrets, parce que je pense que dans une carrière, il faut pas de regrets, et ce serait pas professionnel d'avoir des regrets. Mais je pense qu'à posteriori, avoir réfléchi à l'aune de quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, comment ça s'applique dans l'écosystème qui, là, me fait une offre pour un rôle, m'aurait beaucoup aidé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui permet aussi un petit peu d'aller plus vite, de savoir où on en est et d'être lucide sur soi-même, positivement, mais aussi très froidement, très objectivement. Ça fait presque, j'ai envie d'arrêter sur ça parce que c'est une très bonne conclusion que tu donnes à ce qu'on est en train de dire là. Mais j'avais une dernière quand même petite question pour toi avant de poser ensuite les... C'est marrant, les recruteurs, on a toujours Dis-moi. une dernière question. J'ai remarqué, ça c'est un tic qu'on a tous, J'ai une dernière question. que j'ai toujours avec mes candidats, et parfois on a plusieurs dernières questions. Si jamais je vous tenais 10 cas de plus, et si jamais ce job était... Non, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des petites questions, un peu comme les magiciens, tu sais, qui ont toujours un tour dans leur manche. Mais je trouve ça simple parce que c'est souvent les questions essentielles qui sont la petite dernière question. En fait, tu nous as déjà parlé de comment est-ce qu'on pouvait apprendre des choses via les livres, via les gens qu'on rencontre. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est du coup les compétences techniques du recrutement. On a fait un tour assez large. Et tu vois, genre toi, si demain tu devais, admettons, tu repars à zéro et tu dois apprendre des hard skills recrutement, tu vas apprendre quoi comme hard skills et de quelle manière? Alors, ce qui fait beaucoup la différence sur le marché du recrutement, je dirais il y a deux grandes directions. Techniquement, il y a la direction autour du sourcing. Oui. Et techniquement, il y a la direction autour de savoir vendre, négocier, closer, 100%. convaincre. Ce qu'on appelle du coup nous le T-shape avec Ellie, tu vois, Voilà. c'est d'autres choses que le recrutement que tu amènes en recrutement. Mais qui en fait sont pas tant d'autres choses que ça parce qu'on sont vraiment essentiels. Clairement. Et vraiment distinguent très tôt les recruteurs. Mais tu vois, historiquement, c'était pas le cas. Historiquement, le recrutement, c'était des RH et donc tu n'avais pas toutes ces compétences-là. On pensait pas en fait à les mettre dedans. Oui, c'est là, en fait, entre guillemets, la nouveauté de gérer de ce métier. Alors, depuis 5-10 ans. C'est la nouveauté liée je pense, au milieu de la technologie et puis à la raréfaction des ressources. La fameuse guerre des talents, ouais. Qui est liée à plusieurs éléments. Qui est liée à la fois, le Covid a accentué un peu avec des gens qui sont retirés du marché du travail. Qui est lié au fait qu'on a beaucoup de baby-boomers qui partent en retraite, et ça c'est vrai dans tous les pays, surtout en Europe, où effectivement on a une génération entière là qui dans les 5-10 ans qui viennent finalement va partir en retraite, donc il va y avoir beaucoup de postes qui vont se libérer, qui vont devoir être remplacés. Donc concrètement, moi je commencerai effectivement par le sourcing, parce que c'est l'élément premier dans le processus, ou peut-être l'élément deuxième, après les échanges avec les hiring managers, qui va différencier le recruteur et la capacité à trouver des personnes. Avant de parler de trouver les bonnes personnes, il faut d'abord trouver les personnes. Bien sûr. Donc je dirais, je commencerai par me former à ça. Okay. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché. Je pense qu'il y a de mieux, parce que j'ai expérimenté, j'ai un nombre de certifications importantes, parce que j'adore ça et que je trouve ça très intéressant. Intellectuellement, c'est le plus rigolo du recrutement, le sourcing. Ouais. Je pense que ce que fait Irina Shamayeva est probablement... Pour moi, c'est la papesse du recrutement parce que c'est elle qui a tout inventé. Je sais pas. Côté sourcing, oui, elle a. Je sais pas quel âge elle a, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion. 145 ans, il me semble. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'interagir avec elle, elle me raconte des trucs sur ce qu'elle a fait dans les années 60. Il y a un petit côté comme ça incroyable parce qu'elle a tout compris, elle a beaucoup inventé aussi elle-même. Donc je dirais, ça c'est un point de départ. Elle a aussi créé récemment, il y a quelques années, une certification sur Diversity Sourcing, qui je pense assez orientée aux États-Unis, mais qui est quand même très utile aussi en Europe, dès lors qu'on parle de représentation, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais quand on voit effectivement que moi je vis ici en Suisse, on a une seule CEO de notre SMI, donc l'équivalent du CAC 40, qui est une femme. C'est un peu une catastrophe. Mes compatriotes suisses m'en voudront pas de dire ça parce que j'en parle assez souvent. Bien sûr.
On est très en retard ici, mais l'Europe, de manière générale, je trouve on est très très en retard sur ces sujets. Donc, je commencerai par le sourcing technique avec ce volet technique pur et puis le volet peut-être un peu représentation. Comment on fait pour trouver des candidats qui ne sont pas des hommes blancs de plus de 50 ans quand on cherche des leaders? C'est l'excellent livre de Yann. Tu parlais de Yann Texet tout à l'heure et je ne sais pas si tu as vu, il a fait un livre spécial sur comment tu sources. Que je peux que conseiller. Donc ça, c'est des très très bonnes ressources. Ce que fait Irina, ce que fait Guillaume Alexandre aussi, que j'embrasse, que j'adore. On ne peut pas être en Suisse et ne pas en parler. Oui, alors lui, il est un peu comme moi, il est franco-suisse aussi maintenant, mais je pense que c'est des gens qui repoussent la limite de connaissances qu'on a, qui inventent des choses et qui nous rendent meilleurs, tout simplement. Et 100%. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Guillaume, ce que fait Irina. Je pense que les Sourcing Summits sont aussi des bonnes approches. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je continue d'y être. Il y en a un cette semaine. Malheureusement, je ne peux pas y être. À Amsterdam, je sais que tout le monde est en ébullition. Tout le monde en parle sur LinkedIn. C'est le retour post-Covid. T'inquiète, je n'ai pas non plus, ça peut te rassurer vu que j'étais en Suisse en train de faire cet épisode. Mais ce que je conseillerais à tout le monde, c'est d'acheter les tickets pour voir les vidéos, regarder les présentations. Parce que ça, c'est une mine d'or en termes de connaissances techniques. Ce qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé chez Swisscom, moi, je venais du corporate. Je n'avais pas fait de recrutement tech. Je ne connaissais rien du tout au software engineering, etc. Bien sûr. Ça a été vraiment de me former grâce à ça, puisqu'en fait, ce sont le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement, alors il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4 qui existent chaque année, où sont invités les sourcing masters, en quelque sorte, les personnes qui sont les plus avancées sur le sujet, qui forment d'autres recruteurs de par le monde, qui ont souvent leur propre structure, et qui, pendant une demi-heure ou une heure, font une masterclass sur un sujet très précis. On apprend à pousser très loin les recherches booléennes, on apprend à faire des recherches en matière de diversité, on apprend à gérer du stakeholder management, on apprend beaucoup de choses. C'est à la fois technique, stratégique, sur des outils, sur des mindsets, sur des modèles, c'est très large. Et vous avez les meilleurs de ce qui se fait, les champions du monde de sourcing, etc. Donc quand vous avez eu la chance de pouvoir être formé par ces gens-là, vous avez un niveau technique qui est quand même rien à voir avec ce qu'on trouve sur le marché. Donc ça, c'est vraiment le point par lequel je commencerai. Et puis le deuxième point, je parlais tout à l'heure de cet ensemble de connaissances, vendre, négocier. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, parce qu'une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, il faut les vendre. Et que je pense, quel que soit le métier qu'on fait dans le business, vendre est la compétence première et probablement la plus importante de toutes. Savoir vendre est quelque chose qui vous sert tout le temps, parce que parfois il faut vendre des idées, vendre des projets, vendre au sens non monétaire du terme, négocier, convaincre, persuader. Ça, c'est des compétences très importantes. Il y a beaucoup de formations qui existent. Il y a aussi des formations pratiques, les Toastmasters, les concours d'éloquence, etc. Ça, c'est des très très bons exercices. Clairement. J'ai eu la chance de participer quand j'étais étudiant à plusieurs concours d'éloquence dans les championnats du monde d'éloquence francophone. Je pense que ça m'a beaucoup aidé par la suite à me sentir à l'aise aussi à parler en public. Bien sûr. Parce que ça fait partie, effectivement, à structurer la pensée, parler en public avec aisance, savoir s'exprimer avec facilité. Ça, je pense que c'est des éléments qui sont très différenciants et qui aident beaucoup et qui sont un petit peu les deux clés de voûte du recrutement. Le sourcing d'une part, l'aspect très technique, savoir vendre et toute cette partie soft skills qui aussi sont des choses où l'apprentissage est infini. Et ça, c'est ce que je trouve à la fois très intéressant. Ce qui peut paraître, quand on démarre aussi, très intimidant, de se dire, oh là là, il y a tellement de connaissances qu'on ne maîtrise pas. Mais même moi, ça fait 10 ans que je fais ce genre de choses, que je suis des formations, que je rencontre des gens, etc. Je continue d'apprendre tous les jours, tout le temps. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas. Parce que c'est un peu... Il n'y a pas de limite à ce type de connaissances. Et puis... Je crois quand même beaucoup aussi au savoir académique. Je pense que pour ceux qui peuvent faire un master, faire un MBA, avoir un doctorat, faire des certifications, n'importe quel diplôme additionnel qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble sur une spécialité supplémentaire, est toujours bon à prendre. Et je pense que c'est très différenciant aussi. Et que ça vous met dans un état d'esprit aussi très humble de se dire on est en perpétuel apprentissage, que même si on connaît plein de choses sur un sujet parce qu'on a une expertise, on peut continuer d'apprendre et c'est fun et c'est utile.
Et à tout âge, tu vois, j'avais un prof en master qui a fait son doctorat à, je crois, 55 ans, 60 ans, j'en sais rien, mais parce que justement, il avait cette soif de se dire, bah tiens, je vais utiliser à la fois ce que j'ai pu apprendre, mais aussi surtout aller plus loin, me challenger sur ces sujets justement théoriques et académiques. Donc je te rejoins, et c'est marrant parce que du coup, tu parlais de vente en plus du sourcing. Les sourceurs et les sourceuses te diront que la vente, c'est une compétence sourcing. En fait, quand tu sources, tu as à la fois ton cerveau technique et ton cerveau sales, et que tu dois être un geek et tu dois être un commercial. Complètement. Et c'est ce qui fait du coup. Donc c'est rigolo, tu vois, ta connotation sourcing qui est du coup très forte ici. Je souscris complètement à ça, et je pense que la spécificité du recrutement de manière générale, c'est d'être un métier où on est au croisement entre la vente, le marketing, la stratégie, les ressources humaines. C'est ça. Et que c'est ce qui fait la richesse de ce métier, que c'est un métier incroyable, c'est ce qui fait aussi sa difficulté et ses challenges. Et que quand on comprend que ces compétences, ce socle de compétences-là, peut vous aider énormément, beaucoup plus que d'apprendre, on va dire, des rudiments des HR, par exemple, des ressources humaines. Ça, c'est quelque chose qui sert un petit peu dans toute la carrière et qui vous aide vraiment beaucoup. Et je crois fondamentalement que, et je le vois, moi je travaille sur du leadership sales, ça a un sens, c'est qu'au bout d'un moment, les personnes dont on est les plus proches dans une structure, c'est souvent soit les leaders, soit les sales. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a des contraintes, des challenges qui sont extrêmement similaires et qui font beaucoup de sens. Clairement. Meilleur tremplin pour ensuite faire du business ou même créer sa boîte que de faire du recrutement parce que tu es exposé à tout ça. Merci du coup pour tout ce que tu viens de nous délivrer en termes de valeur. Enfin, c'est un épisode qui est vraiment très complet et tu as beaucoup à la fois parlé de ton expérience, de conseils. C'était très large et en même temps du coup très précis sur différents points, donc merci pour tout ça. Comme tu sais, à chaque fin d'épisode de Tam Tam, il y a 3 questions que je pose à chaque invité. Tu as déjà répondu à la deuxième, qui était une personne que tu recommandes. Tu m'as déjà parlé de Guillaume et d'Irina, donc à moins que tu en aies une autre qui te vienne en cours de route, mais c'est déjà des personnes de qualité, donc on mettra leur LinkedIn en description. Deuxième question que je pose à chaque fois, c'est le contenu. Est-ce que tu aurais un contenu à me recommander? Podcast, newsletter, vidéo, livre? Tu en as déjà recommandé plusieurs, mais un autre que tu aurais aux gens qui nous écoutent? Alors moi j'aime beaucoup de choses différentes. Un seul. Je réfléchis un instant. J'aime beaucoup l'application qui s'appelle Masterclass. Je pense que ça c'est un bon point de départ. Et c'est très large, c'est T-shaped comme application. Exactement. On peut choisir, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est une plateforme un petit peu de e-learning, où la spécificité, c'est qu'ils ont réussi à attirer des profils exceptionnels. Et parmi les masterclass que j'ai adorées, il y a celle d'Anna Wintour, que je trouve fantastique. Je suis en train de terminer le cours que donne Lewis Hamilton sur construire un état d'esprit gagnant. Ça, je trouve ça fascinant. Moi, j'ai une admiration pour Lewis, pour beaucoup de raisons qui dépassent, je dirais, son track record ou ses succès personnels, mais aussi parce qu'il est en train de faire bouger une industrie dans son entièreté en matière de diversité et de représentation. 100%. Et ça, c'est très nécessaire. Et c'est très rare parce qu'il est tout seul à porter ça sur ses épaules. Oui. Donc c'est aussi une grande responsabilité. Donc Masterclass, ça c'est quelque chose que je peux recommander. C'est sur abonnement, c'est pas très cher. Oui, c'est pas si cher. Le seul problème, c'est que t'en as trop. Donc du coup, t'as envie de tout voir et t'as pas forcément le temps. Donc il faut juste choisir. C'est de la rigueur, on en a parlé. Exactement. C'est de la rigueur. Ok, et dernière petite chose que je vais te demander, c'est une série ou film que tu aurais à recommander en lien avec le recrutement ou pas. Alors, spontanément, quand je préparais cette discussion, j'ai tout de suite pensé à Suits, qui pour moi est probablement la série la plus complète et la plus intéressante pour comprendre la psychologie humaine, les processus de négociation, et sur aussi la manière dont on peut vendre dans un contexte professionnel. Clairement. Les négoces sont très intéressantes à ce moment-là. Ça, je trouve que c'est passionnant. Et d'abord, les personnages sont fous. La série est très drôle, très intelligente, les dialogues sont excellents, le caractère romancé, les drames dans les cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement une série qui met en lumière 2 avocats à Chicago, dont un qui s'appelle Harvey Specter, qui va grandir au fur et à mesure dans la société dans laquelle il travaille, qui est une société très prestigieuse d'avocats.
Et c'est des personnages qui sont très fouillés, dont la psychologie est aussi très complexe, très intéressante, et des dialogues savoureux. Donc on passe vraiment un très très bon moment. Mais aussi on voit la manière avec laquelle il négocie avec ses propres clients. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et puis c'est un personnage qui est extrêmement fort dans sa capacité à négocier. C'est évidemment très romancé. Bien sûr, oui, parce que disclaimer, la vraie vie juridique, c'est pas comme ça. Mais ça fait rêver, c'est drôle, on passe Trop un bien. bon moment. Et je pense que ça nous fait beaucoup réfléchir sur comment bien négocier. Donc ça rentre bien dans l'idée de ce qui peut nous aider à devenir des meilleurs recruteurs, qui je pense est un peu mon obsession au quotidien depuis un moment. Et qui est d'ailleurs le titre et le thème de l'épisode qu'on vient de pas enregistrer, donc ça tombe bien. It's a wrap. Écoute, merci du coup pour tout ça, Léonard. Je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps à donner toutes ces pratiques, expériences, techniques, recommandations de gens, de livres, de choses à faire, d'applications, de séries. Merci beaucoup. C'était très chouette de m'avoir invité. Est-ce que tu as un mini mot de la fin? Une phrase? De t'avoir invité. C'est plutôt à moi de te remercier de m'avoir invité. Oui, tu m'as invité dans ton bureau, ouais. Écoute, moi je dirais le recrutement c'est fantastique. Je sais que ça paraît toujours très cliché quand je dis ça, mais je peux faire un t-shirt là-dessus. Le recrutement c'est fantastique. Mais c'est que je le pense vraiment parce que moi tout le monde me dit, les gens avec qui je travaille me disent mais t'as toujours énormément d'énergie positive, alors que ce qu'on fait est difficile. Le recrutement est très difficile. Plus on monte en niveau de seniorité, plus c'est compliqué. Plus on a besoin d'être résilient. Plus on a parfois l'impression de se taper la tête contre un mur au quotidien. Hein, il faut être très honnête. Mais plus aussi on a ce sentiment de récompense d'avoir fait quelque chose d'utile pour quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas très centré sur soi, on est centré sur les gens qu'on a en face de nous. On change la vie des gens. On a un impact énorme sur la vie des gens. J'y crois beaucoup. Après, évidemment, quand on va chercher des gens qui n'ont rien demandé, on change leur vie potentiellement. Quand on travaille au niveau leadership, on déplace des gens qui sont très aisés sur d'autres postes où ils vont être très aisés aussi. Donc, c'est un petit peu relativisé. Hein. On change un peu moins la vie des gens que quand je trouvais un premier métier à quelqu'un qui démarre sa carrière, etc. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais tu as quand même un impact. Mais on a quand même un impact. Et puis, c'est un métier qui apporte beaucoup au niveau personnel. Moi, j'ai énormément et je continue à grandir beaucoup grâce à ce métier. Je crois beaucoup dans la carrière, dans le recrutement. Beaucoup de gens changent de carrière parce que le recrutement ouvre beaucoup de portes. On peut devenir sales, on peut devenir RH, on peut faire plein de choses. Créer sa boîte. Mais ça reste un métier qui est passionnant, qui est très riche, qui est très dynamique et puis qui, je pense, nous rend des meilleures personnes. Je pense qu'il y a, j'ai une dimension un peu mystique là-dessus, on n'en parlera pas, mais je pense vraiment qu'à force de voir des nouveaux profils, des nouvelles personnes, d'être en interaction en permanence, ça nous rend meilleurs parce qu'on absorbe le meilleur de toutes les personnes qu'on rencontre, même si c'est au détour d'un entretien d'1 heure. Et je crois beaucoup aussi dans le fait qu'ensuite on peut donner en retour aux sociétés avec lesquelles on travaille, aux gens avec qui on travaille. Donc moi, j'ai une vision très émotionnelle du recrutement, ce qui n'empêche pas d'être très business. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Je suis très efficient, très orienté business. Et pour moi, cette fonction, c'est une fonction business, c'est pas une fonction 100%. Support. Mais ça reste d'abord et avant tout beaucoup de plaisir. Et c'est le privilège que je ressens, c'est d'avoir trouvé un métier où je m'amuse beaucoup. Et que malgré les difficultés, j'apprends énormément, je reçois énormément, j'essaye de donner autant que je peux. Et ça, je pense que c'est vraiment un privilège. Et dans une carrière, c'est ce qui rend heureux. Et on peut finir sur ça. Le recrutement, c'est fantastique et c'est ce qui rend heureux. Merci Léonard pour ton temps. Merci à toi. Merci vraiment beaucoup d'avoir donné tout ça en termes d'informations. C'est un épisode très riche qui j'espère qu'il va aider plein de gens, notamment je pense en début de carrière à faire notamment les bons choix. Et évidemment on met du coup ton lien LinkedIn en description pour que les gens puissent te contacter vu qu'en plus tu aimes rencontrer des gens et faire du réseau, donc ça tombe bien. Merci à toi, passe une très bonne journée et à la prochaine. Merci à toi et merci à vous. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.